Nous sommes ravis de pouvoir aborder une session assez intéressante dans la mesure où des mers ressources, développer l'économie bleue en Afrique pour un avenir durable, en fait, c'est à travers justement ces océans et ces mers qui couvrent 75% de notre planète que des pays comme le nôtre ont pu, à travers justement ce qu'a fait Tanger, ont pu développer leur potentiel économique de manière significative. Et donc, c'est très intéressant à ce niveau-là de voir comment, il y a 25 ans, une simple infrastructure portuaire comme Tanger Med, à laquelle des pays ont contribué, notamment les Émirats au début. On se demandait cette expérience où est-ce qu'elle allait nous mener, et on voit que justement la dimension finalement des ports avec des zones industrielles et une logistique ferroviaire et bien intégrée régionalement, on voit comment des exemples comme ça ont permis un décollage industriel d'un pays comme le nôtre. Et également, on voit comment ces initiatives se dupliquent, non seulement au sein de notre territoire. Alors, il y a Nador Westmed, qui est aussi un grand potentiel pour un hub pétrolier. On parle à peu près de 10 milliards d'euros de revenus pour le Maroc à l'avenir. Donc, c'est considérable, Dakhla Atlantique. Et nous avons un éminent panel constitué d'experts de tout le continent. Malheureusement, nous n'avons pas avec nous M. Da Silva, l'ancien ministre des Affaires étrangères de République de Guinée-Bissau, en raison des événements en cours dans son pays. Mais nous avons donc M. Mohamed Abdelrazak, qui est l'ancien ministre des Affaires étrangères de Somalie. Nous avons son Excellence M. Patrick Rajolina, ancien ministre des Affaires étrangères de la République de Madagascar. Et bien entendu, M. Éric Mélé, qui est le directeur de la logistique internationale ferroviaire également du groupe donc, MSC, donc AGL. Et bien entendu, à ma gauche, M. Mohamed Fikrat, qui est le président du Crédit Agricole du Maroc. Tous les panélistes ont une expérience majeure en développement, et il est clair que si on parle de développement économique, on parle bien entendu de la valorisation de cette façade maritime. Alors je vous rappelle que l'Afrique a 25 000 km de façade maritime. C'est vous dire l'importance d'initiatives comme l'initiative atlantique développée de manière régionale par le Royaume et bien d'autres initiatives. Donc pour amorcer notre discussion, je souhaiterais bien entendu donner la parole à Son Excellence M. Rajolina, si vous pouvez justement parler de l'expérience de Madagascar dans le développement finalement de cette approche de mise en place d'infrastructures portuaires et comment ces infrastructures enclenchent un développement économique. Oui, merci beaucoup, M. Benamou. Merci pour l'invitation des Med Days. Je vais vous parler effectivement de ce développement des ports à Madagascar, même si, s'agissant de l'économie bleue, cela n'est pas fondamentalement un sujet central pour Madagascar. Vous avez parlé tout à l'heure de la diplomatie royale de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui est à cet égard extrêmement exemplaire. Vous avez parlé du nouveau port dans les provinces du Sud. Et afro-américaine. Madagascar, je l'ai dit,
c'est naturellement une île de 600 000 km², donc plus grand que la France, avec 5 000 km de côte. Et Madagascar dispose d'un seul vrai port très important, qui d'ailleurs a été modernisé, est en cours de modernisation pour doubler la capacité du port, avec notamment des financements japonais, et puis également pour faire de Madagascar, de Tamatave, le grand port de l'Est, un hub régional. Et quel était le sujet avant ou même actuellement? C'est que les marchandises qui arrivent à Madagascar doivent transiter par Maurice ou par la Réunion. Et l'élargissement, l'agrandissement du port de Toamasn, de Tamatave, permettra à Madagascar d'importer directement les produits qui viennent de l'extérieur. C'est extrêmement important, naturellement pour le pouvoir d'achat des Malgaches, mais également pour le rayonnement de Madagascar à l'extérieur, c'est-à-dire les exportations. En ce moment, il y a les exportations de litchi, bien sûr, il y a la vanille, il y a les clous de girofle, un certain nombre de choses qui vont être facilitées puisque nous parlons de l'industrie portuaire. Mais ce que j'ai dit au début, c'est que le plus important, c'est justement la protection de nos côtes, la protection des populations malgaches, la protection des pêcheurs. Ça, c'est très important pour nous et nous avons mis, les gouvernements successifs, notamment celui auquel j'ai appartenu, nous avons mis en place un certain nombre de dispositions qui sont là pour protéger justement les populations locales du saccage et du piratage d'un certain nombre de grands pays de l'hémisphère nord. J'insiste beaucoup, et ça je l'ai dit lors d'une grande conférence à Brest, en France, lorsque j'étais ministre des Affaires étrangères. J'ai lancé un appel pour que les grands pays de l'hémisphère nord arrêtent de piller nos côtes, arrêtent de piller la pêche. Et donc ça, c'est extrêmement important pour nous. Cela veut dire que nous devons mettre en place un certain nombre de moyens matériels de contrôle de nos côtes, un certain nombre de moyens satellitaires également pour lutter contre cette pêche illégale, de renforcer nos législations locales et enfin de lutter contre la corruption. Parce que nous sommes à Tanger et il s'agit vraiment de montrer comment une expérience conduite il y a des années a permis le décollage économique et industriel d'un pays, d'une sous-région, et de voir à quel point ces infrastructures logistiques sont capitales. Et bien entendu, elles s'accompagnent d'un tas de mesures pour justement mettre en levier et valoriser les ressources, notamment maritimes. Alors, my next speaker would be Mr. Abdelrazak. Basically, we mentioned the importance of providing access to the seas from countries that do not have access to the seas. You happen to have a very large coast and landlocked countries in the vicinity. And we talked also about the challenges of security, of preserving resources. How does a country like Somalia project itself in a dimension where it could leverage its position most effectively? Thank you, Khaled, and I'd like to say hello to the participants and fellow panelists. You asked an important question, but first, to put it in perspective, I wanted to follow up on something you said about how Africa has 25,000 kilometers of sea coast. And to understand the vast wealth of African seas and oceans, to me, that is only the coastline. But
in fact, the African seas and oceans, we're talking about 13 million square kilometers of ocean maritime jurisdiction. We're talking about sustaining more than 50 million African lives and the potential that exceeds $400 billion annually. Yet this potential remains largely unrealized. Our fisheries are overexploited, and I agree with Patrick on that, by illegal operators. Our ports are underdeveloped, our coastal communities are face poverty and climate threats, and our maritime governance frameworks remain and management. To come to your question about non-coastal states and the need for access to the seas, this is becoming really a very hot topic, especially in the Horn of Africa, where a lot of political rhetoric comes with that, which threatens states that are at the coast. Somalia has the longest coast with 3,000, longest coast in Africa, but I heard you, Patrick, talking about 5,000. I mean, 3,300 kilometers of coastline that connects from the Red Sea to the Gulf of Aden to the Indian Ocean. And we have next to us Ethiopia, which is over 120 million people. This does not mean they do not have access to the sea. There are shareholders in the port of Berbera, 19%. Also, a lot of rhetoric coming from Uganda and how they need to get through Kenya to get to the sea. I mean, this is really unhelpful. It may be helpful short term with domestic politics and campaigning, but that does not help African solidarity and taking advantage of our seas. Thank you. So regional approach, obviously, to try and leverage the access to the sea is fundamental, a consensus by all the countries involved to have and develop as much as possible those critical economic corridors. It's important that we also obviously address the issue of protecting the maritime resources, fisheries in particular. The example of Somalia is very interesting because the maritime resources were plundered. You ended up having fishermen that did not have any resources to fish on and to live on, that turned into piracy. We have now across the Red Sea similar scenario happening with Yemen. And so we realize that if you do not address these core issues, you end up developing problems that, security problems, that jeopardize the whole approach of regional development. Is there any particular issue you'd like to address regarding this, this trend? Yes. So first of all, when we're talking about insecurity, true, piracy and, regional or global competition is part of it. And if you do not have stability, it's very hard to grow your economy and develop your blue economy. So to counter that, what do we need to do? In my opinion, three things. Governance is number one. We must strengthen maritime institutions and clearly define ownership, regulation, and accountability for our maritime resources. Second is investment. Africa needs new financing models, perhaps an African blue investment facility,
to mobilize capital for sustainable fisheries. And the third, and to me this is really one of the most important things, is the knowledge and innovation. We must build African expertise, ocean sciences, marine technology, blue biotech, and renewable energy. Look, I was speaking to folks at the Ministry of Fisheries in Somalia, and although right now technology is such that you can really see if vessels violate your territorial waters, but mainly the EEZ, Economic Exclusive Zone, what the technology is at right now, more developed countries do not really need to enter the Economic Exclusive Zone. They can stay just right outside of it and use some sort of sound devices, and the fish goes out to that. And so this is why it is really important to talk about knowledge and innovation. And secondly, to have an honest discussion in world forums to come to an understanding of how we need to protect our resources, but others also have access. Thank you very much. Obviously, protecting resources and most importantly, how to build capacities is what the continent needs. Et donc, je vais me permettre de basculer sur notre prochain intervenant. Et on parle maintenant il y a deux types d'investisseurs. Il y a les institutionnels et il y a les investisseurs privés internationaux. Donc, j'aimerais d'abord entendre l'approche institutionnelle en prenant l'exemple de notre pays, le Maroc. Et je vais demander à M. Fikret, par rapport à la construction de capacités, de quelle manière est-ce que le Royaume a pu ou est en train de mettre en valeur ce potentiel maritime et développer finalement une approche qui, on l'espère, pourra avoir un impact régional, comme c'est le cas de toutes les logistiques portuaires qui nous ont amenés à cette prospérité. Merci beaucoup, Monsieur Mou. Un grand merci aussi aux organisateurs de MEDES. Donc pour nous, c'est un plaisir et un honneur de prendre part à ce grand événement et participer à ce panel. Permettez-moi d'abord de présenter l'institution que j'ai l'honneur d'animer. C'est le Crédit Agricole du Maroc. C'est une banque publique qui est à actionnariat totalement marocain et qui a aussi une mission socio-économique, à savoir l'accompagnement de l'agriculture en grande partie, ce qui fait que nous finançons à aujourd'hui pratiquement 80% des besoins du secteur agricole. Et bien sûr, nous considérons que l'économie bleue fait partie de ce périmètre. Et c'est pour cela que notre banque elle est présente sur une quarantaine de points le long des côtes marocaines pour être proche des acteurs, que ce soit les acteurs dans l'artisanat de pêche ou les grands acteurs qui même opèrent à l'international. Alors pour notre pays, nous avons la chance d'avoir 3500 km de côte, donc 3000 sur l'Atlantique et 500 sur la Méditerranée, et nous sommes un acteur majeur halieutique à l'échelle régionale et à l'échelle bien sûr africaine. Alors pour les chiffres, il y a, d'après les statistiques qui sont publiées, nous captons 1 million de tonnes à peu près, un peu plus d'1 million de tonnes annuellement, où il y a une prédominance des pélagiques, tout ce qui est pêche pélagique, et il y a des acteurs en majorité artisanaux, donc il y a à peu près 17 000 de l'artisanat, et vous avez plusieurs centaines d'acteurs dans la partie aussi bien capture que dans la partie valorisation et en grande partie qui adresse les marchés à l'international. Alors, ce secteur présente un enjeu extrêmement important. Bien sûr, il y a l'enjeu de la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, nous avons l'équivalent de 10 kilos per capita et il y a l'ambition de doubler
ce chiffre, cet indicateur, à l'horizon de 2027-2028 pour passer à 15 jusqu'à 20 kilos par personne. Et le secteur affronte aussi plusieurs défis. Le premier défi, c'est d'abord la préservation de la ressource et aussi s'adapter par rapport aux changements climatiques, parce que les changements climatiques ont un impact fort sur tout ce qui est maritime, les planctons, puis toute la chaîne halieutique. Alors, notre pays n'est pas resté les bras croisés. Nous avons la chance d'avoir un écosystème très diversifié, composé bien sûr des institutionnels, mais aussi des professionnels. Et ensemble, ils ont mis en place une stratégie qui s'appelle Haliotis, qui a démarré en 2009 et qui a été aussi revisitée récemment pour l'aligner sur la stratégie Génération Green, qui donne plus d'importance à l'humain, puisque l'autre dimension qui présente un enjeu, c'est aussi l'humain, aussi bien dans les emplois. Donc il y a presque 300 000 emplois directs qui travaillent dans le secteur de la pêche et aussi puisque ça concerne les consommateurs eux-mêmes. Donc il y a cet enjeu-là, mais je pense qu'avec les résultats que nous avons à date, il y a une maîtrise relative du secteur de la capture, de la ressource, de la gestion de la ressource. L'autre enjeu aussi qui est important, c'est le développement des capacités, aussi bien de capture et surtout aussi de valorisation. Et c'est là où le financement s'invite et nous sommes fortement présents en tant qu'acteurs de financement de l'économie bleue de manière générale. J'ai mentionné tout à l'heure notre présence de là, il y a un enjeu important parce que c'est là où vous captez plus de valeur pour les acteurs et pour le pays lui-même. Alors, il y a plusieurs centaines d'unités qui ont été accompagnées par notre banque. Il y a aussi un autre... Oui, apparemment le micro. Le micro ne fonctionne pas. C'est la houle. C'est peut-être l'effet de la houle, parce que quand on parle de la mer, ou les marées. Désolé pour le parasitage. Alors, je disais qu'il y a une piste qui est en train de se développer, c'est tout ce qui est activité aquacole. Donc, c'est la mise en place d'entreprises qui font de la pisciculture un peu partout. Maintenant, on en dénombre presque 330 unités qui s'installent et qui est appelée à se développer de manière plus forte. Alors, l'élément aussi qui représente un enjeu important, c'est le développement et le maintien de l'expertise dans le domaine de la pêche. Et là, l'État, avec les professionnels, ils ont mis en place un ensemble de dispositifs pour faire de la formation, de l'accompagnement, de l'encadrement, pour améliorer les connaissances. Et dans ce secteur-là, il y a beaucoup d'opportunités de partage d'expériences avec nos pays frères et amis, particulièrement de l'Afrique, et ça se développe de plus en plus. Alors, vous êtes un investisseur institutionnel. J'imagine que vous n'avez pas des ressources illimitées, financières notamment. Et je vais vous demander, en tant que banquier, on a l'émergence de champions nationaux dans la conserverie qui commence à valoriser un petit peu les produits de la pêche. En tant qu'investisseur, en tant que banquier, où est-ce que vous voyez l'impact le plus important dans la filière? Où est-ce que vous avez le levier le plus intéressant d'après vous? D'accord. D'abord, nous sommes plutôt un accompagnateur des investisseurs. Nous n'investissons pas directement dans le secteur de la pêche. Donc c'est important de le souligner. Et l'impact serait le plus fort dans deux domaines. Le premier domaine, c'est de favoriser, d'encourager la valorisation. Parce que c'est là où il y a de la croissance à chercher et aussi de la création d'emplois au niveau local
et la capture de plus de valeur au niveau domestique. L'autre enjeu aussi, qu'il ne faut pas oublier, comme je l'avais dit tout à l'heure, nous avons une mission socio-économique, donc nous ne nous adressons pas uniquement aux grands acteurs, nous avons aussi toute la panoplie des intervenants dans l'économie bleue, et pas que l'économie bleue, même dans la partie agriculture. C'est comme ça que notre groupe de la banque couvre et a des outils pour adresser toutes les catégories d'opérateurs dans l'agriculture et dans la pêche. Donc il y a les petites unités de pêche, il y a les petites exploitations d'agriculture, et dans notre groupe, nous avons deux autres Nous avons aussi une autre institution qui est, je pense, spécifique et unique au niveau de l'Afrique, qui fait la mésofinance, qui s'appelle Tamwil Fellah, c'est une filiale, qui, elle, adresse les besoins de financement qui sont trop grands pour la microfinance, mais pas bancables pour l'accès à la banque classique. Et bien sûr, la banque classique elle-même. Donc là, nous avons plusieurs accords que nous avons mis en place, que ce soit avec les collectivités ou avec des institutions internationales. Par exemple, lors du dernier salon d'Aliotis, nous avons signé un accord avec ONU Femmes pour accompagner les femmes qui travaillent dans la pêche dans le nord du Maroc, pour l'encadrement, pour l'éducation financière et aussi pour l'accès aux moyens de financement. Donc, bref, il y a deux défis. Il y a l'accompagnement des grands acteurs pour qu'ils valorisent plus, pour qu'ils investissent dans les meilleures conditions possibles, les plus compétitives, mais il y a aussi le travail à faire dans l'inclusion des autres catégories qui sont prépondérantes dans le secteur de la pêche. Merci beaucoup. Alors, je vais basculer, si vous le permettez, sur une autre dimension. Donc, d'institutionnel, on parle maintenant économie. Alors, l'importance aussi de l'économie bleue pour le Maroc par rapport au changement climatique. Il faut savoir qu'on a un programme massif de dessalement sur toutes les côtes. Donc, on réalise l'enjeu aussi au niveau de la sécurité alimentaire et la sécurité de notre activité agricole face au changement climatique. Mais c'est surtout une approche régionale en termes de logistique, en termes de mise en levier des ressources et du désenclavement des zones reculées de ce continent, qu'on aimerait voir de quelle manière un acteur international spécialisé dans la logistique peut contribuer à développer finalement ses potentialités au niveau continental. Je vous en prie, Eric, je vous donne la parole. Merci beaucoup. D'abord, remercier les MEDDES pour cette invitation et le plaisir et l'honneur de participer aux côtés d'aussi éminents panélistes sur ce thème de l'économie bleue. Peut-être pour illustrer ce que tu disais à l'instant, peut-être faudrait-il parler d'économie bleu foncé parce qu'en réalité, la mer et la terre sont indissociablement liées. Et dans notre expérience d'entreprise privée, donc peut-être pour me présenter d'abord, Africa Global Logistic est un groupe qui représente aujourd'hui 23 000 collaborateurs qui opèrent dans 47 pays sur le continent africain, dans les infrastructures de transport, portuaires, ferroviaires, dans la logistique terrestre, la logistique fluviale, la logistique ferroviaire. Et donc, étant ici à Tanger, et tu l'expliquais en introduction, l'exemple marocain montre comment combiner la façade maritime et la façade terrestre peut produire un effet d'entraînement. Il y a ne serait-ce qu'une quinzaine d'années, il n'y avait pas un port en Afrique de l'Ouest qui avait plus de 11 mètres d'eau à ses quais pour recevoir un navire. Aujourd'hui, nous avons reçu, puisque nous faisons partie de la famille MSC, qui est le premier armateur conteneur au monde,
Nous avons reçu sur 4 des terminaux que nous opérons au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, à Kribi et au Congo, des navires qui transportent, qui sont les plus gros navires porte-conteneurs au monde, qui transportent 20 000 conteneurs, donc ce sont ces boîtes de 20 pieds, ce qui était absolument impossible il y a ne serait-ce que 10-12 ans. Donc on peut dire que ce mouvement et cet investissement, à notre mesure, nous avons participé en investissant à peu près sur la façade maritime, plus ou moins 3 milliards sur ces 10 dernières années. Donc ce mouvement jusqu'au port a eu lieu dans un certain nombre d'infrastructures portuaires. Et le sujet aujourd'hui, c'est que tous les gains de productivité qui ont été apportés, puisque le coût d'un transport conteneur a formidablement baissé aussi grâce à cet accroissement de la taille des navires, que le Maroc a formidablement réussi. Le sujet, pour une partie importante du continent africain, reste, après le port, rentrer à l'intérieur des pays. Et quand on parle d'entrer à l'intérieur des pays, ce n'est pas seulement les pays comme le Burkina, le Mali, qui n'ont pas de façade maritime, mais même des pays qui ont une façade maritime, compte tenu des problématiques de congestion urbaine, où il est parfois très difficile de traverser la ville, vous pouvez être quelque part enclavé à 50 km de la façade portuaire parce que la congestion est difficilement contournable. Et ça a forcément un impact très élevé sur les gains de productivité qui ont été faits en amont, en sortie de Chine, d'Inde, d'Europe, pour amener ou pour exporter les matières premières. Et donc ces gains de productivité sont perdus à la terre. Donc en tant qu'investisseur privé, nos efforts aujourd'hui portent énormément sur la partie terrestre. On a un pipeline d'investissement annuel d'environ 600 millions sur des ports secs, ce que l'on appelle des ports secs intérieurs, des plateformes, sur des systèmes de barging, sur le ferroviaire, qui nous paraît être un enjeu majeur des années à venir sur le continent africain. Et en réalité, quand on revient un peu vers Tanger, qui nous fait l'honneur de nous accueillir, c'est ce qu'a formidablement réussi le royaume chérifien en combinant, je suis arrivé moi-même ce matin de Casablanca par le train rapide, en combinant ce lien de se réunir pour créer un business model qui fonctionne. Et il y a je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités en même temps sur le continent africain. Je crois que le continent aujourd'hui est au cœur d'un certain nombre d'enjeux énergétiques majeurs. Il possède les plus belles réserves dans le domaine des cobalt, des lithiums, de tout un tas de minerais qui sont absolument nécessaires à la planète entière. Et il me semble que cette position-là permet d'avoir un effet de levier qui, du coup, justifie des investissements dans les infrastructures terrestres qui, sans doute, auraient été plus difficiles sans mettre en jeu ce type de ressources. Il y a beaucoup d'exemples de ce type-là, avec des intégrations régionales réussies, les mines de Simandou qui ont récemment permis le développement d'un chemin de fer de 600 km, d'une infrastructure portuaire qui désenclave la Guinée et qui sont un vrai game changer en Guinée-Conakry, le corridor de Lobito qui a permis, nous opérons nous-mêmes le port de Lobito, qui permet de désenclaver et d'offrir un nouveau gateway en plus de Dar es Salaam et de l'Afrique du Sud à toute la DRC. Donc il y a ces construction d'un modèle économique qui permet, et de ce point de vue-là, les partenariats publics-privés, je pense, sont un levier intéressant qui permet de réussir, comme l'a réussi le Maroc, ces transformations logistiques. Alors, vous avez parlé de Tanger-Med, vous avez parlé du Borak, la ligne grande vitesse qui va s'étendre bientôt sur Marrakech. Et en fait, vous avez oublié un jalon entre les deux, c'est justement ces zones industrielles, ces hubs
ces écosystèmes industriels, et on voit de quelle manière le Maroc a pu se placer dans le secteur automobile en prenant une place assez intéressante. On voit comment ce secteur automobile qui est en pleine mutation va permettre de mettre en levier aussi l'électromobilité à travers les ressources que le Maroc dispose, par exemple en phosphate avec les batteries. Il y a à peu près 20 à 30 milliards de dollars en cours sur des gigafactories. Donc c'est assez difficile pour moi. Vous avez mentionné les ports secs, vous avez mentionné les infrastructures. De quelle manière est-ce que les pays de la région pourraient justement mettre en place des écosystèmes industriels pour pouvoir justement mettre en levier ces ressources naturelles, en terres rares notamment, dont elles disposent, et le développement justement de capacités industrielles qui pourraient permettre de valoriser ou maximiser finalement le retour sur ces ressources. Oui, j'ai oublié beaucoup d'éléments en réalité parce que ce sont des écosystèmes qui sont complexes. Et on pourrait parler aussi de l'élément humain parce que vous en parliez précédemment, le désenclavement, l'efficacité et la productivité, c'est une connexion d'éléments différents, portuaires, ferroviaires, zones franches, qui repose aussi beaucoup sur les compétences et sur l'humain, qui est un secteur dans lequel nous-mêmes nous investissons beaucoup. Et pour reprendre, il y a beaucoup d'exemples qui sont en train de se lancer. Une belle illustration pourrait être le Cameroun, où le port en eau profonde de Kribi est maintenant, qui a été un projet de longue haleine, est maintenant réel et opérationnel. Et derrière, vous avez d'abord une zone logistique qui s'est montée, puis un projet de zone franche que nous portons en partenariat avec le port autonome et les autorités. Et donc c'est la combinaison, pas de zone franche, sans port en eau profonde, mais pour que le port en eau profonde monte en intensité, il faut que la zone franche se développe également et puisse attirer, encore une fois, comme vous le rappeliez, l'a formidablement réussi le Maroc en attirant les industries automobiles, que cette zone franche puisse attirer des secteurs industriels qu'il faut bien cibler de manière à combiner façade maritime, zone franche, industrialisation et connectivité avec, je pense, en tout cas, on le voit sur le continent africain, avec l'importance des initiatives de régionalisation comme la ZLECAf, un certain nombre d'organisations régionales de l'Afrique de l'Est, parce que ce que recherchent les investisseurs, tous, nous, mais pas seulement, et plus les industriels, c'est d'arriver à avoir accès à un marché le plus étendu possible. Et donc, il y a un vrai enjeu institutionnel de dématérialisation des frontières, de régionalisation des échanges, qui augmente la taille critique du marché que l'investisseur va atteindre quand il va se positionner dans ce port ou cette zone franche. Et comment un acteur justement de logistique peut justement intervenir sur ces filières-là pour pouvoir mettre en valeur une approche beaucoup plus intégrée, inclusive de valorisation de ressources? Est-ce que vous êtes impliqué dans amener des investisseurs dans des filières, ou de quelle manière finalement vous opérez par rapport au gouvernement et aux zones dans lesquelles vous êtes actif? Alors de plusieurs manières. D'abord en nous inscrivant dans les partenariats publics, privés, ferroviaires et ou portuaires ou de zones logistiques en tant qu'investisseurs et opérateurs, parce qu'il faut de l'argent, mais il faut aussi quelqu'un pour le gérer et offrir aux partenaires financiers un retour. Nous allons aller chercher et rechercher ces industriels et ces filières qui peuvent se positionner sur la zone franche. Donc c'est une deuxième manière. Et la troisième aussi, c'est d'apporter, son Excellence en parlait plus tôt, d'apporter le know-how et la couche digitale dans le monde d'aujourd'hui qui va rendre l'investissement et l'efficacité de l'investissement la plus digitalisée et la plus efficace possible. Donc, et enfin, et je vais sans doute être un peu long, et enfin, on n'insiste jamais assez sur les hommes et les femmes
et la formation. Donc investir, c'est ce que nous essayons de faire, investir dans nos centres de formation, investir dans les compétences. Nous, notre groupe, à 98% est africain, à tous les niveaux de l'organisation. Personne ne connaîtra mieux la Tanzanie qu'un Tanzanien, personne ne connaîtra mieux la Côte d'Ivoire qu'un Ivoirien. Et c'est dans ces pays-là que les investissements en formation sont absolument essentiels pour réussir ce type d'investissement. Alors en termes d'initiative, justement, arrive à engager des voisins pour pouvoir mettre en place ces perspectives. Oui, merci beaucoup. Moi j'étais très intéressé par les précédentes interventions. Effectivement, il manque, pardon monsieur, il manque effectivement une dimension politique à tout cela, puisque des groupes tels que le vôtre n'arrivent pas dans des pays comme ça ex nihilo. Effectivement, il faut que les gouvernements et les dirigeants de ces pays aient une vision politique. Et justement, de ce point de vue-là, nous sommes aujourd'hui au Royaume du Maroc, la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a été fondamentale. Parce que sans cette vision, Renault ne serait pas venu, le port de Tanger ne se serait pas développé, les provinces du Sud ne se seraient pas développées. Donc je crois qu'effectivement, la première chose, c'est une politique générale de l'État, telle que par exemple à Madagascar, nous l'avons mise en œuvre avec, et ça c'est mes vieux relents de jeunesse, je suis assez attaché au Gosplan, au plan, c'est-à-dire... c'est cette dimension politique centralisatrice d'un gouvernement qui va dire, voilà, nous allons doubler le port de Tamatave. Et pour ce faire, nous avons besoin d'investisseurs, d'une part, et d'autre part, nous avons besoin d'opérateurs. C'est ce que nous avons fait en doublant le port de Tamatave avec des financements japonais, et c'est ce que nous avons fait également avec une très importante entreprise philippine, qui va nous faire doubler l'accueil des containers sur le port de Tamatave. Et moi, j'étais très intéressé par votre développement, monsieur, en disant qu'effectivement, parfois, à 50 km d'un port, les zones sont enclavées. Ça, c'est tout à fait vrai, d'une part. Et d'autre part, j'ai également été très intéressé par votre vision globale, qui est une vision naturelle. C'est-à-dire, à partir du port, il faut des réseaux ferroviaires, il faut des réseaux routiers, mais également, il faut, comme l'a dit monsieur le dirigeant du Crédit Agricole marocain, il faut des financements et il faut des entreprises. Et c'est ce que le Royaume du Maroc a formidablement réussi ces dernières années, puisque tout à l'heure, dans un précédent panel, j'ai fait un message à ma famille en leur disant, mais je n'ai pas reconnu Tanger parce que, voilà, il y a, tous les espaces verts sont des pelouses de golf, les bâtiments sont à moyenne hauteur, donc parfaitement humains, et puis également, il n'y a pas de papier par terre, quoi. Donc ça, c'est une éducation, c'est une culture, c'est une volonté politique également de vos dirigeants. Et je salue leur volonté politique d'ailleurs. Pour en revenir à Madagascar, il y a également une dimension, vous l'avez noté, monsieur, à la fin de vos propos, une dimension humaine. La dimension humaine, je l'ai dit, c'est protéger nos côtes pour nos pêcheurs, mais également, monsieur le dirigeant du Crédit Agricole du Maroc l'a dit, c'est... s'agissant des petites entreprises, c'est de donner à ces petites entreprises les moyens de... pour l'agriculture à Madagascar, mais également les conserveries de pêcherie. Et vous l'avez dit, monsieur, c'est également... la finalisation d'un produit. Bon,
le Maroc est connu pour cela. Nous consommons tous du thon qui est made in Morocco, hein, à travers le monde d'ailleurs, que ce soit à Madagascar ou en France, où je réside également. Donc il y a toutes ces choses qui sont à dimension humaine, et ça c'est extrêmement important. Ce ne sont pas des truismes que je dis. La dimension humaine est fondamentale, parce que sinon, et l'entreprise de monsieur est à 98% africaine. Moi, j'ai la chance d'être président dans une autre vie, d'être actuellement président de Canal+ Madagascar. Nous sommes également une entreprise malgache. Nous venons de faire une croissance externe avec MultiChoice qui va nous donner plus de 40 millions d'abonnés. Et nous sommes à chaque fois des entités africaines, sénégalaises, camerounaises, maliennes, malgaches, et maintenant sud-africaines, mozambicaines. Donc, nous des partenaires tels que le Royaume du Maroc, par exemple, mais également d'autres grandes puissances, soit régionales ou soit internationales, que nous pourrons avancer et justement permettre le plus grand bien-être de nos populations. Et les populations malgaches, comme vous le savez, est une population extrêmement pauvre. Merci beaucoup. I'm going to switch to English. Excellency, Mr. Abdirizak. I'm going to ask you a stretch on building capacity from bottom up, in the case of your region, to reaching out to neighbors to try to leverage this maritime facade. How would you see the critical steps? Which are the critical steps you see in building the capacities, and how to reach to your neighbors to try to build those hubs? Thank you. And there's so much that I still want to react to what was said previously. But let me just put it all together. First, to quickly answer to this question, the importance of regional cooperation cannot be overemphasized. Be it experiences that we learn from each other, be it governance issues, be it maritime security, regional cooperation is very important. And to do that, we need to go through regional economic communities, the RECs, as well as the African Union, and we need to also push their capacity to do that. But I want to go back to what I said earlier and go a little bit deeper into when I talk about knowledge, innovation, and technology, because I see a lot of young people sitting here. The blue economy, and my colleague here talked very well about the importance of logistics, maritime, all the containers, the ports, and the management, but that's just one aspect of it, right? Then you have the marine life for both food security and trade, but also for tourism. That's another part of it. Then you have the extractive industry. There's a lot of oil in the sea. There's many other things that you can get from the sea. That's another aspect of it. And all of these combined is the blue economy, right? Now we're talking about blue economy. Just come on. Right? We have so many minerals. The phones you have are made from rare earth. Do we know rare earth if we see it? We don't. Those countries that have developed technologies, be it the Chinese, the Europeans, the Americans, others know what that means. We're driving electric cars. Where does that come from? Without the continent, it will be very difficult to develop all those industries.
We are the destination where you have all of these things, but we don't know what we have. We can only know what we have when young people focus more on the knowledge, technology, innovation, research, and develop that. So on land, we're not taking advantage of what we have. Now we're talking about the blue economy, and it's important that we talk about. But I think what we need to do is together, we need to bring that one aspect of the future. Thank you. Thank you very much. Un cadre dans lequel on peut stimuler des initiatives, du développement économique et un décollage industriel sur des secteurs aussi variés qui tournent autour de l'économie bleue. On a parlé du tourisme, on parle de l'agriculture durable, on parle énormément d'éléments, mais il est clair que le cadre incitatif, le cadre institutionnel est fondamental à cet égard. De quelle manière est-ce que vous voyez déjà l'expérience du Maroc, comment elle a été conduite, et de quelle manière elle pourrait s'appliquer à d'autres pays, notamment dans le cadre d'initiatives régionales? Merci pour cette question extrêmement importante. Il faut rappeler que l'État, de manière générale, il a un rôle de régulation et d'animation. Et dans ce cadre-là, certains secteurs, ils ont besoin de son intervention et sa présence forte. Et en l'occurrence, par exemple, pour l'économie bleue, il y a la problématique de gestion des ressources, où il faut mettre en place des règles et les suivre pour qu'ils soient appliqués. Je pense que c'est un sujet qui est pris en charge par les institutionnels marocains, donc la partie de la pêche, le ministère de l'Agriculture, qui font en sorte à ce qu'il y ait un dialogue permanent avec les professionnels et pour suivre la ressource, pour la préserver. Vous avez aussi la question de l'infrastructure. Vous ne pouvez pas il y a l'accessibilité, donc vous avez cité tout à l'heure la voie ferrée, qui est extrêmement importante pour aller vers les marchés, aussi bien domestiques que pour les marchés aussi internationaux, pour arriver à des ports où il y a les possibilités de profiter des voies maritimes qui passent par certains ports et aller vers des consommateurs à l'étranger, sachant que notre pays, il est connu aussi pour avoir, grâce à sa place sur l'échiquier africain régional, il a une 50aine d'accords de libre-échange qui lui donnent accès à des marchés à pouvoir d'achat extrêmement important. Donc, alors, pardon, bien entendu, le succès du Maroc réside justement en cette notion de trade hub, neutral trade hub. On arrive à attirer des investissements aussi bien chinois que des États-Unis, d'Europe, justement, parce qu'on a justement ce réseau de libre-échange. Maintenant, par rapport aux stratégies qui sont mises en place, on voit qu'il y a des plans intégrés comme Aliotis, il y a des autres plans d'industrialisation, des écosystèmes industriels, d'accélération industrielle. Comment est-ce que tous ces plans, finalement, au niveau de la gouvernance, comment on arrive à les accorder pour qu'ils puissent contribuer les uns les autres à maximiser l'impact de cette approche sur l'économie bleue qui reste vraiment une approche intégrée globale? À mon avis, tous ces secteurs ou ces périmètres sont interconnectés. Et c'est pour ça que depuis un certain temps, il y a un débat sur la convergence des politiques publiques. Et récemment, avec le dernier discours de Sa Majesté que Dieu l'assiste, il y avait une insistance sur une approche de développement socio-économique territorial pour éliminer les disparités et créer une dynamique. Et vous avez vu l'acteur clé qui suit les territoires, qui est le ministère de l'Intérieur. Il a lancé tout un processus de consultation pour faire appel à l'intelligence collective dans toutes les régions
du Maroc. Et cette manière de fonctionner, cette approche est très importante parce que vous ne pouvez pas traiter, par exemple, le tourisme indépendamment de l'industrie, indépendamment de l'agriculture, de la pêche, etc. Le plus important, c'est qu'il y a une prise de conscience forte chez les acteurs de l'État, au niveau de l'exécutif, mais aussi chez les élus. Et on voit dans pas mal d'actions, pas mal d'approches, ce changement de paradigme, parce que partout vous avez des nexus. Vous ne pouvez pas traiter un sujet indépendamment de l'autre. L'énergie, qui est importante aussi, qui est un élément très clé pour la compétitivité des acteurs dans l'industrie, dans aussi la production même agricole, puisque aujourd'hui on voit que l'Europe va mettre en place des dispositions fortes qui vont pénaliser la production non décarbonée. Et là, notre pays il a pris un ensemble d'initiatives sous l'impulsion de Sa Majesté, que Dieu l'assiste. Vous avez le projet Nord pour la partie solaire. Vous avez aussi tout le plan qui est mis en place pour améliorer le mix énergétique. Et ça, c'est important. Tout à l'heure, vous aviez mentionné en liaison avec l'océan ou la mer, la politique de dessalement qui avance très très bien. Par exemple, sur nos provinces du sud, à Dakhla, il y a une unité de dessalement qui va rendre fertile 5000 hectares et qui va être utilisée pour la production agricole avec une précocité intéressante, avec la création de la valeur. Mais tout cela ne peut pas réussir totalement s'il n'y a pas, en plus de la vision de Sa Majesté, une implication forte de tous les acteurs, que ce soit les élus, l'exécutif, la société civile, les entreprises, pour suivre tout cela avec une bonne gouvernance. Et là, nous avons tous les éléments pour que ce soit fait, en plus de la prise de conscience. Merci beaucoup. Alors, il nous reste 3 minutes avant de conclure. À ma gauche, à l'extrême gauche, allez-y, je vous... la parole est à vous. Pardon, j'ai appuyé 2 fois. 30 secondes, c'est un challenge, mais je dirais que la convergence d'une vision, comme son Excellence le rappelait, avec un modèle économique, c'est le déterminant pour réussir. Merci, Mr. Abdelrazak. There's a young 34-year-old man who just won New York mayoral race. He did so because he stuck with one message, affordability. My one message here is knowledge, innovation, and technology. And that is the way we're going to get out of this level of economic development to the next level. Through inclusivity, obviously. Monsieur Rajoulina. Oui, ben moi je n'aurai qu'un mot, puisqu'il reste 2 minutes 17, c'est de dire qu'on ne peut pas faire, en tout cas je parle de la République de Madagascar, on ne peut pas faire tout seul. Il nous faut un certain nombre de partenariats avec des pays tels que le Royaume du Maroc, tels que ces partenariats existent déjà, puisque nous avons une coopération bilatérale extrêmement productive. Et puis également, ça doit se faire avec des investisseurs internationaux privés. Voilà. Donc on ne peut pas, en tout cas pour ce qui concerne nos pays, qui sont des pays pauvres et isolés, une île est isolée par définition, nous ne pouvons pas faire tout seul, parce que d'autre part, ce que nous faisons à Madagascar sert aux autres pays. J'ai parlé de la vanille, du litchi, de clou de girofle, des terres rares, des mines, du graphite, de l'or. Tout ça, ça ne se fait pas seul. Ce n'est pas pour notre consommation personnelle. C'est pour la consommation à travers le monde. Du continent africain. Pardon, désolé, j'ai appuyé prématurément sur le micro. On a oublié un thème majeur, c'est la souveraineté maritime, mais bon, ça c'est quelque chose qui... Quand j'ai parlé du pillage. Oui, également. Donc c'est là où... Monsieur Fikret, le mot de la fin.
Très bien. Je pense que nous avons une chance inouïe et à un moment aussi inouï. Malgré les contraintes, nous appartenons à un continent riche en potentialités humaines et ressources naturelles. Et le mot pour moi, c'est de trouver des modèles win, 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 3 fois. Win pour, bien sûr, le Maroc en tant que hub, que passerelle, de tout ce que vous voulez, mais win aussi pour l'Afrique avec tous ses acteurs, et win pour les autres parties du monde. Nous avons à côté de nous l'Europe à 14 km. Nous avons aussi juste de l'autre côté des côtes atlantiques toute l'Amérique. Et là, il y a un rôle à jouer ensemble et ça demande de la stabilité, de la clairvoyance, de la vision stratégique à long terme. Merci. Sans oublier, bien entendu, l'Asie et les perspectives faramineuses qui attendent. Parce qu'on est dans l'économie bleue, je n'ai regardé que côté mer et océan. Oui, mais une bonne partie du port de Tanger-Med, c'est aussi le transbordement de l'Asie vers à la fois l'Europe et les États-Unis et les Amériques. Donc, en vous remerciant pour votre présence à ce panel, et je vais vous demander de bien vouloir applaudir nos éminents panélistes, et je vous remercie encore une fois. Applaudir notre éminent modérateur. 000.